Dans la dernière vidéo, la 4L Proto est passée au banc, mais ça c'est pas fini tout à fait comme prévu. Enfin ça c'est à première vue, parce que je m'étais finalement pas trop trompé sur les causes d'un potentiel échec. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, et à la fin de cette vidéo, cette 4L, ce sera la plus puissante moteur d'origine jamais préparée. Ah, c'est bon ça. Vous l'avez vu sur ce tableau, une fois que tout sera coché, on sera bon, mais je vous redétaillerai au fur et à mesure tout ce sur quoi on doit repasser et surtout pourquoi ça doit être revu. Mais pour vous l'introduire brièvement, on va faire l'instant promo et je vais vous montrer tout ce que contient ce carton. C'est les dernières pièces indispensables à cette troisième phase de préparation de la 4L. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, on a installé un arbre à cam coupe made for L, le profil d'arbre à cam le plus puissant jamais réalisé pour ces moteurs Renault. C'est des arbres neufs que je refabrique avec ma marque de pièces Performance made for L, et donc à l'installation de cet arbre il y a eu pas mal de modifications à faire sur le bloc, et donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour bien cerner où on en est dans la prépa. Et là dans ce carton on a toutes les pièces qui manquent pour faire un truc aux petits oignons. Déjà on a différents lots de tiges de culbuteur avec différentes longueurs. Je remercie d'ailleurs énormément Wilfried et Julien qui m'ont vendu ces tiges de culbuteur à un très bon prix. C'est pas des tiges spécialement hyper spécifiques, mais il y a deux longueurs différentes et on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous comprendrez que ça a toute son importance. Et d'ailleurs, j'en ai pas aujourd'hui malheureusement, mais je travaille activement sur la refabrication de tiges de culbuteur plus solides que d'origine, et surtout avec une longueur qui serait parfaite pour aller en accord avec ces arbres coupe en particulier, mais qui seront aussi parfaites pour être installées sur des moteurs qui sont refaits à neuf ou légèrement préparés. Voilà, c'est dans les tuyaux, je vous en parlerai plus en détail en temps voulu, mais sachez que sur ce point là, je suis en train de développer des pièces qui sont très intéressantes. Voilà pour ça. On va aussi pouvoir installer le nouveau monogramme coupe autocollant en aluminium brossé de chez Made for L. Alors c'est un peu gadget, mais à l'époque toutes les Renault qui étaient préparées pour la coupe avaient un monogramme spécifique, donc c'était important pour moi de l'avoir pour pouvoir le poser sur la 4L. Et évidemment c'est dispo sur mon site. Ensuite je vous en ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, mais on va enfin installer les vrais ressorts de soupape Renault Sport. Je vous les rabâché, c'est disponible en exclusivité sur le site Made for L, et donc on va ouvrir ça tout de suite. Vous avez la petite bande de garantie à faire sauter. Tac. Et après vous avez plus qu'à ouvrir la boîte et découvrir les 8 ressorts parfaitement tarés pour une utilisation coupe. C'est des ressorts parfaitement étudiés qui sont fabriqués avec les vraies techniques de fabrication des ressorts de soupape. On a fait attention que ce soit parfaitement conforme au cahier des charges Renault d'époque, et surtout on a un tarage entre chaque ressort qui est de plus ou moins 5% pour que votre moteur tourne le plus rond possible. Et si jamais vous voulez monter ces ressorts sur un moteur qui ne possède pas d'arbre à cam coupe, parce que ces ressorts là sont développés spécifiquement pour les arbres à cam avec une très forte levée, ils ont donc un nombre de spires inférieur avec une amorce à la compression qui est douce et surtout un retour de détente qui est très franc. C'est très spécifique à ces arbres qui ont beaucoup de levée avec beaucoup d'ouverture, et donc ces ressorts peuvent tout à fait également être installés avec un arbre typé origine, mais il faudra pour ça installer les rondelles de précharge des ressorts de soupape. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. C'est des petites rondelles qui viennent se placer sous le ressort de 1 mm, et ça permet de prétarer le ressort pour les emmener dans des tarages d'utilisation qui correspondent à l'arbre à cam. Voilà, mais je vous redétaillerai un petit peu tout ça au moment de l'installation dans le bloc. Ensuite, on va pouvoir passer à une petite modification que je pense très intéressante. J'ai ici tout un kit de rampes de culbuteur de Super 5 GT Turbo qui sont des rampes renforcées par rapport aux rampes qu'on peut trouver d'origine sur les moteurs dits basiques. Et pareil, je reviendrai en détail sur ce choix d'installer une telle rampe. C'est pas forcément indispensable, mais je pense que ça va grandement aider. Et évidemment, pour aller avec la rampe de culbuteur, on va également devoir installer les bagues de calage de la rampe de culbuteur. C'est des bagues qui viennent remplacer les ressorts de la rampe de culbuteur, qui permettent de venir plaquer les culbuteurs contre les paliers. Ça permet de monter en régime avec plus de fiabilité, les culbuteurs auront moins tendance à rentrer en résonance. Et là où dans les précédentes vidéos vous m'avez déjà vu installer des prototypes de ce genre de bagues sur mes moteurs, et bien maintenant c'est disponible sur Made for L. Voilà donc à peu près le programme de cette vidéo. L'idée c'est de fiabiliser le montage avec cet arbre à cam coupe. Dans
la dernière vidéo, il y a pas mal de petites choses sur lesquelles j'avais des doutes qui ont pêché, donc aujourd'hui, il est temps de les résoudre pour passer la 4L de nouveau au banc et enfin apprécier les résultats. Bon, et vous finissez par avoir l'habitude. Pour bien démarrer une vidéo chez moi, il faut commencer par déposer le moteur. Alors cette fois-ci, on va pas le déposer en totalité, mais il va quand même falloir déposer la culasse pour pouvoir démonter les soupapes, installer correctement cette nouvelle rampe de culbuteur. Ça commence quand même à devenir un petit peu le bazar sous le capot avec toutes ces pièces spécifiques. Donc je m'attelle à tout ça et puis je vous reprends une fois que tout est bien étalé sur l'établi pour attaquer le montage de toutes ces belles pièces. Bon, je fais un petit aparté échappement parce que je viens de le démonter de la culasse. La réparation qu'on a faite dans la dernière vidéo, ça va pas du tout, la platine elle se déforme, c'est pas étanche du tout. Alors j'ai rattrapé le problème qu'il y avait d'alignement, mais du coup la platine est toute déformée à force de souder, ressouder. On a beau refaire une planéité dessus, ça marche pas du tout. Voilà la gueule du joint, on voit bien que les gaz d'échappement se sont complètement échappés. Pareil sur le collecteur ici, ça fuit complètement, c'est presque pire qu'avant. Donc j'ai déjà une solution, on va en parler plus tard dans la vidéo, mais là il est grand temps de faire quelque chose qui va être durable. La culasse est sortie, ça y est, j'ai pas mis tellement de temps finalement, en plus avec le proto c'est hyper simple, tout est optimisé pour que ce soit rapide, donc c'est parfait. Il n'y a pas vraiment eu de soucis, j'ai quand même eu une petite frayeur au démontage parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus d'eau dans le bloc. Heureusement c'est juste que j'ai mis trop d'huile, quand j'avais redémarré le moteur la dernière fois je l'avais un peu zappé et c'est pas l'eau qui a coulé dans le carter, tout est bon, mes joints d'embase de chemise sont parfaits, ça a pas bougé, je suis soulagé, mais là je me voyais déjà ressortir le moteur et tout démonter jusqu'au vilebrequin parce que sur ce moteur 1108 c'est spécifique à cette cylindrée, les pistons et les bielles ne passent pas à travers les chemises, donc pour changer les joints d'embase il faut retirer l'intégralité piston bielle, donc faut vraiment tout démonter. Enfin voilà, c'est réglé, ça c'est mis de côté. Alors premier diagnostic du coup de ce qui s'est vraiment passé, les tiges de culbuteur se sont a priori tordues et donc les soupapes d'admission et d'échappement ne s'ouvraient plus correctement, notamment les soupapes d'échappement, parce que si on regarde bien c'est vraiment très noir, et pareil dans le bloc c'est pas mal calaminé, ça pourrait justifier les problèmes qu'on avait. Il y avait des retours de flammes qui sortaient par le carburateur, je pense vraiment que les soupapes d'échappement n'ouvraient plus suffisamment, donc ça pouvait pas bien fonctionner. Autre hypothèse également, et là malheureusement je n'aurai pas de réponse, il se peut que mes tiges de culbuteur que j'ai remontées soient déjà plus ou moins voilées. J'avoue que je les ai pas vérifiées, c'est pas un truc que j'ai pensé, donc il se peut que mes tiges aient déjà eu une amorce de flambage qui a fait qu'avec le gros arbre à cam, avec beaucoup de levées et des ressorts très durs, ça a fini de faire le travail et ça a fini de ne plus marcher. Donc de ce côté là on est bon. Ensuite côté carbu, j'ai vu un autre problème, c'est que il y a un des carburateurs qui s'est desserré de son embase, donc ça peut expliquer aussi le déséquilibre du fonctionnement. Après faut voir aussi que la voiture a pas bougé depuis 2-3 mois, c'est des vieux carbus que j'ai réfectionnés, donc les joints que j'ai installés se sont peut-être tassés, tout ça. De toute façon il va falloir repasser sur le serrage des carburateurs pour être sûr, donc on regardera ça à ce moment là. Bon, il va être temps de s'occuper des ressorts de soupape sur la culasse. On va évidemment monter ceux que j'ai fait fabriquer avec Made for Elle. Alors faut quand même que je vous explique pourquoi ces ressorts ils sont importants avec l'arbre à cam coupe Made for Elle, mais surtout pourquoi ils sont très spécifiques. Ici vous avez une cam d'arbre à cam origine et ici vous avez une cam d'arbre à cam coupe. Et ce qu'on voit visuellement c'est qu'ici la cam est obèse, donc beaucoup de temps d'ouverture, et ici la cam est pointue, donc peu de temps d'ouverture. Comme je vous l'ai dit précédemment, un arbre à cam pointu c'est un arbre à cam qui va chercher la percussion
performance, donc il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de levée, mais ça n'a rien à voir avec l'état visuel de la cam. Ça c'est la base. Et donc un autre aspect important sur une cam, c'est qu'il y a différentes parties. Sur cette partie-là, on va avoir le dos de la cam. C'est ici qu'on va pouvoir régler notre jeu au culbuteur. Ici, les soupapes sont totalement fermées. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler la rampe de silence. Et pareil ici, ça va permettre d'éviter que toute la chaîne cinématique se prenne un mur et que la transition entre l'ouverture maximale et la fermeture maximale des soupapes soit un peu plus adoucie. Et donc cette rampe de silence ici, elle va correspondre également à une accélération de l'ouverture de soupape. On passe d'un état de soupape fermée à une soupape ouverte. Et donc sur un arbre d'origine, vu qu'il y a peu d'ouverture ici, l'accélération, bien que très importante, elle est raisonnable et le moteur n'a pas de réelle contrainte à fonctionner. Par contre, sur l'arbre à cam coupe, où ici on a donc beaucoup plus d'ouverture, eh bien la rampe de silence elle est beaucoup plus verticale, et donc l'accélération de l'ouverture de la soupape, ici va quasiment être instantanée, et c'est là où la dureté du ressort de soupape va être très important. Certes, il va falloir un ressort qui soit taré plus dur que celui d'origine lorsque la soupape est ouverte à fond, donc ressort comprimé à fond, pour que sur la phase de fermeture de la soupape, le poussoir puisse suivre parfaitement la cam, et qu'il n'y ait pas un gros coup de marteau, et surtout que sur la face du dos de la cam, il n'y ait pas de rebond avec le ressort qui entrerait en résonance, mais du fait de cette forte accélération sur la rampe de silence au moment de l'ouverture de la soupape, il va aussi falloir que ressort détendu à fond, donc soupape fermée, le ressort et un tarage d'amorce à la compression qui soit plus faible que d'origine, puisqu'on va prendre plus de vitesse. Et c'est notamment ce paramètre-là qui, à mon sens, a fait foirer le montage actuel du moteur. Les ressorts qu'on a installés là, le tarage du ressort est multiplié par 1,5 partout. Donc en compression maximale, à la limite, pourquoi pas, ça permettra que la soupape se referme correctement. Par contre, à l'amorce, les tiges de culbuteur, le poussoir, le culbuteur, tout ça, ça se prend un mur, et le fusible sur ce genre de montage, c'est la tige de culbuteur qui vient flamber, et donc les soupapes ne s'ouvrent plus correctement, et à partir de ce moment-là, c'est foutu. Tout ça donc pour vous dire que les ressorts que j'ai fait refabriquer ont un tarage spécifique, avec un tarage d'amorce plus doux, pour respecter cette accélération sur la rampe de silence, et puis évidemment à haut régime, un tarage beaucoup plus dur, d'autant plus la levée, qui permet que du coup la soupape vienne se fermer bien au moment où elle doit se refermer. Et donc c'est là où j'insistais en début de vidéo sur le fait que si vous montez ces ressorts avec un arbre d'origine, il va vous falloir ces petites rondelles de pré-contrainte du ressort, parce qu'en fait cette rondelle de pré-contrainte, quand on la monte sous le ressort, ça permet d'obtenir une amorce du ressort qui correspond au tarage d'origine d'un moteur de 4L, et avec cette petite manip, ça permet d'avoir des ressorts qui correspondent parfaitement sur un montage avec l'arbre à cam coupe, et du coup vous pouvez aussi le monter avec un arbre typé origine, avec ces petites cales, et ça vous fait un ressort neuf, parfaitement taré, qui sera donc taré plus dur aussi en compression, et vous pourrez aller à haut régime avec votre moteur préparé en toute tranquillité. Donc voilà, tout ce blabla pour vous dire que on va les installer sur la culasse, évidemment. Je les ai développés exprès pour ça. Donc je démonte mes ressorts, j'installe cela, et puis ce sera bon. Et en même temps, je vais en profiter pour vérifier que toutes les soupapes soient pas voilées ou qu'elles n'aient pas frappé les pistons. Mais à première vue, il n'y a aucune marque sur les pistons, aucune marque sur les soupapes. Donc c'est parti. Bon, les ressorts c'est installé, ça y va pépite. Et à l'amorce, on peut les enfoncer à la main. C'est ce qu'il faut parce que d'origine ça le fait. Mais avec les autres ressorts qui étaient trop durs, j'avais beau mettre tout mon poids, ça bougeait pas. C'est pas en mettant des ressorts extrêmement durs que ça ira mieux forcément. Il faut trouver le tarage parfait pour que ça s'affole pas. Et ça sert à rien de mettre plus dur parce que sinon toute votre puissance moteur elle passe dans le fait de comprimer le ressort de soupape. Et en l'occurrence les tarages qu'on a là sont pas aléatoires. C'est les tarages que Renault préconisait à l'époque sur le montage d'un arbre à cam coupe. Donc c'est ce que j'utilise. Je cherche pas à mettre des ressorts carrément plus dur, comme ce que j'ai fait la première fois, à défaut, mais voilà. Donc maintenant, il va falloir monter ceci, les bagues de rampe de culbuteur. Alors,
ceux qui sont pas bêtes, ont déjà vu que ma rampe, elle est déjà baguée. Donc ces bagues là, je vais pas les balancer, elles sont calibrées par rapport à mes paliers et mes culbuteurs. Mais la spécificité, c'est qu'en bout de rampe, on a un palier supplémentaire qui vient se reprendre dans les vis de culasse. Là, ma rampe est mise vraiment aléatoirement, mais ce palier là, il va venir se mettre ici en bout, et donc il va y avoir un clip ici, et puis du coup c'est repris dans les vis, et donc ça permet de rigidifier cette rampe de culbuteur. Alors problème, c'est qu'il n'y a pas seulement ce palier à changer, il va y avoir aussi l'axe de la rampe, puisqu'il y a les épaisseurs de palier en plus, il faut un axe qui est plus long. Pourquoi j'ai décidé de monter ça? Il y a plusieurs raisons, et la première, je vais vous l'expliquer tout de suite. Sur la culasse, on a donc les tiges de culbuteur qui arrivent par l'arrière ici, et qui viennent se mettre sous les culbuteurs pour venir pousser sur les soupapes. Ces culbuteurs, ils sont placés sur un axe, il y a l'huile qui circule dedans, donc tout est bien lubrifié. Ici, j'ai remplacé donc les ressorts d'origine par ces bagues de calage, et ça permet d'avoir une rampe qui est bien guidée, plus rigide et qui rentre moins en résonance. Ça, c'est déjà le premier postulat. Ce montage-là, c'est le montage idéal lorsqu'on va monter un arbre typé Origine Performance, comme celui de Renault 5 LS qu'on trouve sur le site Made for L. C'est un arbre qui a envie d'aller chercher dans les tours, donc c'est pas mal de monter ces bagues sur la rampe, histoire d'être tranquille quand on va au régime. Mais en montage avec l'arbre à cam coupe, avec des ressorts tarés plus durs, et encore plus quand on monte les ressorts qu'il faut pas, qui sont trop durs, les contraintes sur ce pauvre petit culbuteur, elles sont énormes, d'autant plus qu'ici, on a un ratio d'1,6. Donc on a 6,485 mm de levée à la cam de l'arbre à cam pour avoir à la soupape un peu plus de 10 mm. Et donc cet axe avec les paliers, le tout doit être bien rigide. Mais quand on regarde comment c'est foutu, on se rend compte que les points d'ancrage ne sont pas dans l'axe de l'arbre de ces culbuteurs. Du coup, quand ça va vouloir appuyer, il va y avoir un mouvement qui va se faire dans la rampe, qui va venir travailler sur ces vis-là, sur ces tiges filetées, sachant que ces tiges filetées, elles servent juste à fixer le cache culbuteur après. Et ici, on a deux vis aussi, mais c'est des petites visseries en M6. Donc je pense que toute la rampe de culbuteur travaille légèrement. En plus, comme les soupapes, c'est tout alterné, ça doit travailler en torsion dans tous les sens. Et ça doit jouer sur quelques dixièmes, peut-être même quelques centièmes, j'en sais rien. Je suis pas assez spécialiste de la déformation de matière pour vous donner un chiffre précis. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que comme les tiges de culbuteur, c'est des fusibles, s'il y a la moindre torsion, d'autant plus que sur ce bloc-là, les tiges, elles sont en biais, elles travaillent pas bien verticales. Donc il y a des angles un peu partout. Et si jamais ça travaille, ce qui va prendre, c'est évidemment la tige de culbuteur. D'où mon souhait aujourd'hui de monter cette rampe de culbuteur de Renault 5 GT Turbo. Et en plus, en se basant sur les différents manuels de préparation des différents modèles sportifs Renault d'époque, on se rend compte qu'il y a eu des évolutions de conseils. La R5 LS Coupe, elle n'a duré que de 74 à 75. C'était quasiment les prémices de ce bloc en cléon fonte. Et sachant qu'ils voulaient toujours plus puissant, toujours plus performant, ils sont rapidement passés aux culasses alpines avec les R5 Alpine, avec des culasses hémisphériques plus performantes, mieux étudiées pour la compétition, et donc ils ont délaissé la préparation de ces culasses d'origine qui n'avaient plus vraiment d'intérêt du fait de la présence de culasses compétition. Mais quand on regarde le manuel de préparation de la Renault 4 Groupe A des années 80, donc à savoir quasiment 10 ans après le manuel de ce moteur, et bien bizarrement, il conseille le montage de ce renfort de rampe de culbuteur de Renault 5 GT Turbo. Donc comme quoi, c'est que Renault a dû étudier le truc. Pour le turbo, il y avait beaucoup plus de contraintes, ils ont dû développer ça, et ils se sont rendus compte que pour ces culasses là, bien préparées, c'était très intéressant de monter ces paliers. Donc voilà, en recoupant toutes les infos, pour un peu plus de fiabilité, pour être tranquille, je vais monter cette rampe complète. J'ai du coup l'arbre, les paliers, je vais m'assurer quand même que les deux paliers ont exactement les mêmes diamètres pour garder mes culbuteurs que j'ai équilibrés. Ça va me permettre aussi de garder les bagues que j'ai déjà faites, puisque les paliers et les culbuteurs ne vont pas changer. Parce que chose importante, sur ces bagues, en fait d'origine il y a des ressorts qui permettent de venir plaquer les culbuteurs contre les paliers, mais c'est pas efficace quand on veut de la performance. Et ces bagues rigides, pour les monter, il va falloir laisser un jeu de 1/10 une fois que tout est bien serré en place pour que les culbuteurs soient parfaitement libres et qu'il n'y ait pas de contraintes. Donc ces bagues, bien qu'elles soient plug and play, il faut quand même les ajuster légèrement normalement. Avec un coup de papier à poncer sur les côtés, ça va très très bien. Il faut prendre un peu son temps. Mais voilà pourquoi aujourd'hui j'ai un kit complet. C'est que en plus, comme je change les paliers en bout et que je vais plus avoir les mêmes clips, si ça se trouve, mes bagues que j'ai déjà retravaillées au bout ne correspondront plus. Et donc je me servirai dans mon kit des petites bagues que j'ai en supplément pour faire un truc qui respecte parfaitement les jeux. Je vais vérifier le diamètre de l'arbre d'origine, 14 tout rond, et celui-ci est pareil. Je vais comparer également les diamètres à l'intérieur, 14,8.
Donc c'est une bonne chose, c'est les mêmes paliers, c'est les mêmes culbuteurs, c'est les mêmes trous de graissage également. On fait attention parce qu'il y a un des paliers, il a un trou de la remontée d'huile qui vient de la culasse, donc il faut le placer au bon endroit évidemment. Les autres n'ont pas ce trou de remontée d'huile. Mais voilà, je fais ma rampe du coup bidouillée, mélangée, mais du coup tout est compatible, donc c'est parfait. Et puis on tente un premier montage. J'avoue, j'ai pas filmé. Ça fait, allez, on va dire 2 heures que je suis sur cette rampe de culbuteur. Comme je vous l'ai dit, il faut ajuster ces petites bagues pour que les culbuteurs soient parfaitement libres, mais qu'il n'y ait pas trop de jeu non plus pour pas que les culbuteurs entrent en vibration latéralement. Alors il faut laisser 1/10 de jeu, et surtout pour mesurer le jeu, il faut que ce soit bien serré. Ces vis là, elles serrent à 30 Nm. Autant dire que c'est pas grand chose, mais pour prendre les mesures, il faut que tout soit bien serré pour que les paliers plaquent bien sur la culasse. Ici c'est un peu plus complexe du coup pour faire le jeu de cette bague, puisque le palier va être guidé ensuite par les vis de culasse qui viennent se placer ici. L'idée c'est que ça aille bien, c'est très ajusté, donc une fois que c'est bien centré, on peut regarder le jeu ici, et là le culbuteur force très légèrement. En gros il n'y a pas de jeu, il va falloir que je lime encore un petit peu cette bague là. Après ici ça force encore un tout petit peu là, il suffit aussi de faire tourner la bague, et s'il y a un petit jeu latéral on est parfait. Là pareil, il y a un petit jeu latéral. Et là sur cette bague là, bah déjà je peux pas la faire tourner à la main sans emmener les culbuteurs. Et puis bah voilà, quand j'en appuie un, l'autre vient avec, ça se bloque. Donc il n'y a pas suffisamment de jeu latéral. Donc là faut que j'en ajoute. Pareil ici. Et là sur cette bague, comme les paliers sont pas les mêmes, enfin que j'ai rechangé 2-3 choses, on voit qu'il y a un peu plus de jeu qu'ailleurs. Et en vérifiant on a 3/10. Donc ça veut dire que cette bague là, elle est 2/10 trop petite. Et c'est là où mes bagues neuves vont me servir. Je vais en piquer une dans la boîte et je vais la mettre à la bonne largeur pour que les jeux soient parfaitement respectés tout le long. Et surtout pour les usiner, soit on utilise un tour à métaux, c'est le plus pratique on va dire, mais ça marche aussi avec une cale à poncer, avec un bon papier à poncer. Là c'est du papier à poncer que j'utilise avec un petit peu de WD-40 pour pas l'encrasser. Je passe les bagues dessus au fur et à mesure et j'arrive à rattraper les quelques dixièmes qu'il faut enlever, et ça me donne après une rampe de culbuteur qui est parfaitement réglée et où les culbuteurs ne forcent pas. Et ça c'est primordial dans le fonctionnement du moteur. Si on met ces cales, c'est justement pour enlever les frottements des ressorts qu'il peut y avoir d'origine, et puis mieux guider les culbuteurs. Donc si on monte des bagues qui sont montées serrantes, ça va pas marcher. Vérification, là il est bien libre, la bague on peut la tourner, là si je bouge un culbuteur c'est bon, là elle est peut-être un chouïa serrante encore, elle emmène encore les culbuteurs. Là celle-là est un peu trop, faudrait peut-être lui retirer 1/10. Celle-là on est bon. Là pareil, ça va. Et pareil en bout, une fois que c'est bien plaqué, le tout fonctionne bien. Donc voilà pour la rampe de culbuteur. On va pouvoir rayer des choses sur la liste. Les ressorts de soupape, c'est ok. La rampe de culbuteur, c'est ok. Et la bague de rampe de culbuteur, c'est ok. Et pour le reste, pour l'instant, on est bon. Donc globalement, il n'y a plus qu'à remonter la culasse. Donc je fignole mon réglage des bagues et puis on se retrouve pour remonter la culasse. Bon, le plan de joint est prêt, je l'ai nettoyé, il y avait rien du tout, le joint de culasse était neuf, donc ça avait même pas eu le temps de coller, mais bon, c'est comme ça. Et pour les plus observateurs, vous avez dû voir que sur ma liste, il y avait des points à voir au niveau des poussoirs. Alors, je vous en sors un. Donc dans la 4L, c'est des poussoirs en acier trempé. On a la tige de culbuteur qui vient à l'intérieur. Au fond, on a une forme qui correspond parfaitement à la boule qu'on a au bout de la tige. Donc ça fait presque ventouse avec l'huile, mais surtout ça le guide parfaitement. Et donc ce poussoir sur 4L qui est donc en acier trempé, c'est pas le plus optimal. On a un arbre à cames dans le bloc qui est en fonte coulée avec un matériau très spécifique, c'est pas simplement une fonte. Et on a un traitement qui est obtenu à la coulée de l'arbre à cames dans le moule. Et ce procédé, ça s'appelle une coulée
sur refroidisseur. Ça permet d'avoir un arbre à cames dans la longueur qui est souple et au niveau des cames qui soit trempé pour accepter toutes les contraintes et la force que peut exercer le poussoir avec la tige de culbuteur, le ressort de soupape aussi. Tout ça c'est très étudié et sur 4L basique, on a des poussoirs en acier trempé parce qu'une 4L ça a jamais été fait pour faire de la compétition avec des moteurs extrêmement poussés. Mais il y a un truc très intéressant, c'est que sur tous les moteurs de Renault 5 Alpine, qui sont montés donc avec des culasses hémisphériques, qui ont eu également une R5 Alpine Coupe, un peu comme la R5 LS Coupe dont je vous parle et dont je m'inspire pour préparer ce moteur. La LS Coupe a été arrêtée au profit de l'Alpine Coupe, et donc dans ces modèles, ils avaient mis des poussoirs en fonte qui ont la spécificité première d'avoir une dureté équivalente à celle de l'arbre à cames. Ce qui fait que le poussoir va pas venir user prématurément les cames de l'arbre à cames. Et c'est ce qui va se passer avec un poussoir en acier trempé. Alors là, je vous vois déjà plonger en commentaire sur votre clavier pour me dire que j'ai qu'à monter les poussoirs de la R5 Alpine. Alors, oui, mais non, les tiges de culbuteur sur la R5 Alpine ne sont pas les mêmes, et donc l'emboîture du pied de la tige de culbuteur n'est pas la même. En fait, les tiges sont plus grosses sur R5 Alpine, donc on aurait du jeu et ça ne pourrait pas fonctionner. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais encore une fois conserver mes poussoirs en acier trempé. Ça le faisait très bien à l'époque de la R5 LS Coupe, et puis c'est pas un moteur qui va faire 100 000 km, donc que l'arbre à cames soit un peu usé d'ici 4-5 ans, ça me gêne pas du tout et je trouverais ça presque normal qu'il y ait une énorme révision à faire sur un moteur aussi poussé. Par contre, là où c'est plus embêtant, c'est que dans des poussoirs comme ça, il est commun de faire un perçage au cul du poussoir pour que l'huile qui s'accumule dans le poussoir puisse se vider, redescendre plus vite dans le bas moteur et sur l'arbre à cames, parce que pour le moment, pour que l'huile s'échappe, il faut qu'elle passe entre l'usinage dans le bloc et le poussoir. Alors ça passe parce que ça permet de lubrifier aussi le poussoir, mais c'est pas le plus optimal parce que mine de rien, ça fait quelques grammes de plus dans chaque poussoir qu'il faut à chaque tour moteur soulever par l'action de l'arbre à cames, et comme c'est des petites cames, et le bras de levier est assez important. Enfin voilà, c'est une subtilité. J'aurais bien voulu en monter des poussoirs en fonte, malheureusement ça n'existe pas pour ce type de tige de culbuteur, donc en gros tout ça pour vous dire que je ne vais rien changer. Je vais refoutre ce culbuteur là où il était et ça ira très bien, mais par contre je suis en train d'étudier le fait d'en faire refabriquer avec le matériau des poussoirs de R5 Alpine, et puis surtout qui vont s'adapter à l'emboîture qu'on a déjà sur nos tiges de culbuteur d'origine sur ces petits moteurs en culasse plate. Et bien sûr tout ça, si ça se fait un jour, vous serez les premiers informés et ce sera dispo sur madeforel.fr. Voilà, allez, je remonte ça, un joint neuf et puis la culasse. Je suis en train de remettre les vis de culasse et du coup j'ai sorti mes 4 vis neuves de culasse parce qu'avec les renforts de la rampe de culbuteur de R5 GTT, il faut des vis 10 mm plus longues parce que le renfort fait 7 mm d'épaisseur, et en plus ça aura l'avantage de bien renforcer toute la rampe de culbuteur, le but premier de l'installation de cette rampe. Ah voilà. J'annonce que la culasse de la machine de guerre est serrée. Plus qu'à finaliser et à démarrer. Bon, il y a encore un peu de boulot. Hier soir, à la nuit tombée, j'ai fini de remonter la culasse. C'est serré directement à 80 Nm, comme ça j'ai pas à y revenir. On va donc maintenant pouvoir passer au montage des nouvelles tiges de culbuteur. Alors je dis nouvelles, c'est un peu faux parce que c'est des tiges d'occasion, mais qui ont au moins l'avantage de pas être flambées, donc voilées. Et ça, ce sera déjà une bonne base pour recommencer. Donc comme je vous l'ai dit en intro, ces tiges elles m'ont été envoyées par Julien et Wilfried. Un grand merci à eux. C'est des tiges en l'occurrence en 172 mm. D'origine sur les 4L, c'est des 173,5 mm. Alors c'est selon moi un petit peu de la branlette, mais ces tiges, qui sont donc plus courtes, même si c'est que de 1,5 mm, elles sont réputées plus solides et plus adaptées aux arbres à cames avec des fortes levées. Mais honnêtement, quand on regarde les manuels Renault de réparation moteur, il s'avère qu'en fait au début de la production du moteur Cléon, il y avait des tiges en 172 mm, des tiges en 176 mm, et à peu près au milieu de la production, ils ont fini par ne faire que des tiges en 173,5 mm, qui devait être un entre-deux, qui permettait de régler le jeu au culbuteur en toutes circonstances. Donc voilà, elles sont réputées mieux, je sais pas trop pourquoi, tout le monde ne jure que par celle-là. Donc
j'en ai, on va pouvoir tester. Mais je voudrais quand même revenir sur un point sur ces tiges de culbuteur qui sont plus courtes. Le fait qu'elles soient plus courtes, ça implique quand même qu'elles aient moins la possibilité de flamber, donc de se voiler. Alors on parle ici d'une très légère différence, donc je pense pas que ce soit primordial, mais sachant qu'elle travaille en biais dans le moteur, que le culbuteur est placé à l'horizontale et le poussoir pas dans l'axe de la tige, et bien en travaillant, quand elle monte, elle prend de l'angle. Donc sur le papier, plus la tige sera courte, plus elle sera résistante du fait de ce mouvement, et comme on l'a vu, avec des ressorts trop durs et tout ça, ça finit par tout plier. Donc les tiges courtes, ça paraît quand même un peu mieux. Malheureusement, ces tiges, elles sont plutôt rares. Les très communes, c'est les 173,5 mm, celles qu'on trouve pour la 4L. Et donc un peu comme les autres pièces, je suis en train de voir pour en faire des plus solides, sur lesquelles on n'aurait plus à se poser de questions lorsqu'on prépare son moteur Cléon. Voilà, mais c'est beaucoup de boulot, donc pour l'instant, on va monter celle-ci. J'ai très bon espoir que ça suffise. Pour moi, les précédentes étaient sûrement déjà un petit peu en amorce de flambage, et là, avec ces nouvelles qui sont parfaitement droites, on repart sur de bonnes bases. Voilà le fameux angle dont je vous parle. On voit que la vis de réglage, elle est pas dans l'axe de la tige. Alors ça s'améliore un tout petit peu quand le culbuteur est poussé pour comprimer le ressort, mais c'est quand même pas fameux, et ce système de tige en biais, ça pose pas mal de problèmes, notamment sur les contraintes. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur les Alpines, où les tiges doivent être encore plus penchées, ils ont augmenté le diamètre de la tige pour qu'elles soient encore plus résistantes. Voilà. Mais du coup, moi je dois faire avec ces tiges qui sont petites, et me débrouiller pour que ça fonctionne, et ça va fonctionner. Je suis en plein réglage des jeux aux soupapes au niveau des culbuteurs, et du coup je suis obligé d'entraîner le moteur avec les roues et pouvoir régler le jeu au fur et à mesure sur les cylindres. Et ce qui est très intéressant du coup, c'est d'observer la compression maximale des ressorts et le jeu qui peut rester encore entre les spires. Ici le ressort est donc comprimé à fond, à côté il est décomprimé, on a le bon jeu, et donc là on voit bien que le ressort est pas en spire jointive, et surtout on remarque aussi que si on voulait, on pourrait ajouter les petites cales de précontrainte pour pourquoi pas aller encore plus loin dans les tours. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ressorts, il était autorisé à l'époque, pendant la coupe, de monter en plus des cales de 0,6 mm supplémentaires. Alors c'est vraiment rien, mais ça précontraint légèrement le ressort. Tout le monde le faisait pas, je pense que c'est aussi pour des raisons de tiges de culbuteur qui pouvaient plier, enfin bon, c'était des moteurs vraiment poussés, qui étaient utilisés vraiment à l'extrême, sur des courses sprint, et je pense que certains s'en fichaient de casser le bloc à chaque course, mais ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, ces ressorts ils conviennent parfaitement, et en plus il y a exactement le jeu qu'il faut quand ils sont comprimés à fond. Ça y est, les jeux sont faits, donc on a 0,30 à l'admission et 0,35 à l'échappement. Ces valeurs-là, elles sortent pas de nulle part, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est le jeu aux soupapes recommandé avec cet arbre à cam coupe, et toujours dans l'optique de moins solliciter les tiges de culbuteur et de leur laisser un petit peu de répit. Voilà, mais un autre truc très intéressant, c'est que maintenant que tout est bien monté, bien aligné, on va observer justement ce que c'est qu'un temps d'ouverture important sur un arbre à cam, et puis surtout ce que c'est que le croisement sur un arbre à cam. Donc ici, on a la soupape d'échappement, ici la soupape d'admission. Donc là on est à la fin du cycle, donc le piston est en train de remonter, la soupape d'échappement va s'ouvrir, pendant que le piston remonte, donc les gaz s'échappent. Là ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est au point bas et que je tourne le moteur là, et bien elle reste ouverte un sacré moment, donc ça c'est le temps d'ouverture. Là la soupape se referme, le piston va commencer à redescendre, et là ce qu'on remarque, c'est que la soupape d'échappement est encore ouverte, que la soupape d'admission commence déjà à s'ouvrir. Et c'est ça le croisement, ça veut dire que les deux soupapes sont ouvertes en même temps dans le cylindre, et donc en continuant, la soupape d'échappement se referme vraiment, la soupape d'admission s'ouvre à fond. Une fois qu'elle est ouverte à fond, on voit qu'elle reste ouverte un sacré moment. Là, pendant que je vous parle, je continue à tourner le moteur, et donc après, la soupape d'admission vient se refermer, et là on va entamer le cycle d'explosion avec le piston qui va remonter, l'étincelle et le piston qui va redescendre pour ensuite recommencer. Alors je peux pas vous montrer ce que ça ferait avec un arbre d'origine, j'ai pas de moteur démonté ouvert comme ça sous la main, mais je peux vous assurer qu'il y a une vraie différence, notamment au temps d'ouverture sur un arbre d'origine. Et ça d'ailleurs, entre parenthèses, je vous invite à aller le voir dans les vidéos précédentes, j'ai aligné 3 arbres à cam, un arbre à cam de R4 GTL, un arbre à cam de Renault 5 LS et un arbre à cam coupe, pour observer les différences
sur les cames de l'arbre à cam. Et donc sur un arbre d'origine en l'occurrence, la cam elle est vraiment pointue. Donc une fois que la soupape est ouverte, quasiment instantanément elle commence à se refermer. Alors que là la cam au bout elle est bien ronde, donc avec un rayon constant par rapport à l'axe de rotation, ce qui fait que la soupape elle reste bien ouverte pour bien gaver le moteur. Bon voilà, c'était beaucoup de blabla, mais pour vous montrer que ça y est, ça fonctionne nickel. Je vais continuer à remonter 2-3 choses, le cache-culbut, l'alternateur, des petites choses un peu chiantes et pas forcément intéressantes. Et puis comme ça on va pouvoir ensuite continuer avec les révisions des carburateurs et puis surtout la révision du collecteur d'échappement. Il est sur une poubelle, mais ne vous y trompez pas, il y passe pas à la poubelle. J'ai commencé à démonter les deux carburateurs pour les réviser parce qu'il y avait des petits trucs qui me plaisaient pas trop. Il y en avait un qui s'était coincé une fois le flotteur, et puis il y a 2-3 joints qui étaient pas terribles. Et il y a pas très longtemps, je suis tombé sur une super affaire. J'ai trouvé de véritables pochettes de joints d'époque de réparation. Donc c'est des vrais joints en amiante qui étaient montés sur les carburateurs à l'époque. Honnêtement, c'est du pur hasard d'avoir trouvé ça. Il y en avait 4 de disponibles, du coup j'ai pris les 4. Et j'ai également trouvé 2 pochettes de joints un peu plus complètes. C'est-à-dire qu'en plus de tous les joints papier et les cales en bakélite, j'avais aussi le pointeau d'arrêt de cuve, la vis de ralenti, des gicleurs neufs, tous les petits joints papier, des petits clips. Enfin vraiment c'est un truc très complet. Tous les éléments qui peuvent se démonter du carbu, je les ai en neuf dans ces kits là. Donc là je viens de réviser un des carbus le plus abîmé avec ses pièces neuves. Et du coup il va falloir que je continue avec le deuxième. Mais en tout cas ça n'a rien à voir avec les petits joints papier que j'avais déjà pu faire refabriquer. Les joints papier là sont déjà tout secs et tout écrasés, alors que ceux d'origine au toucher on sent très bien qui vont bien prendre leur place, et ça pour un carbu ce sera parfait. Je vais en profiter aussi de démonter tout le carbu pour remonter le carbu intégralement à la loctite, parce que j'ai quelques vis qui s'étaient dévissées et je vous laisse imaginer les prises d'air que ça peut faire. Donc voilà, c'est globalement pas très intéressant. Je m'occupe de tout redémonter, tout refaire propre. J'ai une petite patte aussi qui s'est cassée ici, il faut que je remette un petit rivet. Donc voilà, rien de bien méchant, mais faut prendre son temps. J'ai révisé intégralement les deux carbus, j'ai surtout mis des joints neufs partout, y compris sur les embases, et j'ai serré plus fort que la dernière fois avec du frein filé partout. Comme ça je suis sûr que ça bougera plus. En fait c'est con, mais ici il y a un empilement de 2 cales thermiques avec 5 joints papier. Alors est-ce que tout est utile? Je sais pas, parce que ces carbus, donc le bloc papillon peut se défaire du reste du corps, et il y a déjà une cale bakélite thermique entre les deux. Donc est-ce qu'on pose directement la platine du papillon sur la pile d'admission? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais, je pourrais supprimer du coup un joint sur les 3 qui sont sous ce boîtier papillon, et le système a un réglage de base à nouveau. Ça permettra déjà de démarrer, mais encore une fois je suis vraiment content du résultat de ce montage en double carbu. C'est assez inédit, et puis les carbus sont tellement énormes je sais pas si on se rend bien compte. Et c'est con, mais du coup sur la liste, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Et bien sûr on s'en est occupé aussi, mais les tiges de culbuteur ok, et les poussoirs c'est ok. Donc ça fait quand même pas mal de travail accompli, mais il y a un trait qu'on n'avait pas mis au tout début, c'est le collecteur. Donc ça il va falloir qu'on s'en occupe maintenant.
Il est l'heure de s'occuper de ce collecteur d'échappement. Je voulais assez rabâcher, c'est une grosse daube. Donc là l'objectif c'est de le rendre utilisable. Je dis pas qu'il sera parfait parce que les conduits sont pas forcément de même longueur, les tubes sont pas à endroit complètement écrasés pour que ça passe avec le collecteur d'admission. Mais là c'est pas le sujet, de toute façon il n'en existe pas d'autre. J'ai pas le temps d'en développer un autre intégralement. J'ai pas le budget pour en faire un et je trouverais d'ailleurs pas ça intéressant de le faire. J'aimerais bien me le faire moi, exactement comme je veux. Et donc on va refaire une session de modification sur ce collecteur. Je vais virer aussi la plaquette d'origine parce qu'à force de le reprendre et de le modifier, il n'a plus rien à voir avec celui du fabricant d'origine. Donc on va enfin prendre le temps de le faire à ma sauce. Et donc pour faire ça bien, j'ai développé des platines de collecteur d'échappement qui sont exactement à la forme du joint. Voilà, il n'y a rien à reprendre. Le trou de la platine est déjà agrandi au maximum par rapport au joint. Donc bah, je vais fixer celle-là, ça va être un petit peu technique parce que le collecteur il passe vraiment au millimètre partout dans la baie moteur, donc il va falloir le replacer exactement comme il était. La différence ici notable également, c'est que on est sur une platine de 12 mm, là où sur le collecteur d'origine on est sur une platine en 8 mm qui se voile, qui se déforme, c'est un acier de merde. Là c'est un vrai acier de qualité en 12 mm, ça correspond également à l'épaisseur des collecteurs d'admission d'origine de 4L. Donc avec ça on va pouvoir venir boulonner le tout sans faire des cales un petit peu partout comme ça avait été le cas ici avec cette platine en 8 mm, parce que comme on a des vis qui portent sur le collecteur d'admission et sur le collecteur d'échappement, on peut pas avoir deux épaisseurs de platine différentes. Voilà, et donc comme d'habitude je développe des pièces pour mes projets et j'en fais faire des petites séries pour que ce soit plus intéressant. Donc ces platines sont disponibles sur mon site made4l.fr et vous avez le modèle acier pour pourquoi pas remplacer votre platine sur votre collecteur d'origine mal foutu, mais vous avez aussi le modèle en inox toujours en 12 mm pour vous fabriquer ou faire fabriquer vos propres collecteurs d'échappement 100% en inox. Donc là je vais faire ça en timelapse, je vais pas vous filmer tant de trucs que ça, tout simplement parce que ce travail de modification de la platine, je l'ai fait sur un autre collecteur que je suis en train de préparer pour mon autre 4L et j'ai déjà filmé tout en détail. C'est une vidéo qui arrivera un petit peu plus tard, je suis en train de préparer plein de choses et je vous le glisse là, mais il y aura aussi la réfection de ce magnifique Devil d'époque en double sortie. Vous en verrez suffisamment en temps voulu. Donc c'est parti, je modifie ça et puis après il restera plus grand chose pour que ça démarre. Quelques heures de boulot, le collecteur est prêt, la platine est bien soudée. Je me suis un peu emmerdé quand même pour l'aligner correctement avec la ligne d'échappement qui est déjà faite et la culasse pour que ça passe avec la colonne de direction. C'est au millimètre partout. Avant de remonter le collecteur, on va installer un joint neuf. Vous l'avez vu tout à l'heure, la platine que j'ai soudée sur le collecteur d'échappement est parfaitement adaptée à un joint et ce joint il est disponible sur made4l.fr. Comme ça, aucun souci d'étanchéité, les deux sont parfaitement ajustés. Là il n'y a aucune complexité, juste à mettre le joint dans les différents goujons et maintenant il n'y a plus qu'à mettre le collecteur en place. Ça c'est pas de la platine de collecteur ajustée, je m'y connais pas. Il n'y a aucun jeu, aucun jour, c'est parfaitement plan et il y a pile la place pour le collecteur d'admission ici et je peux même serrer le collecteur d'échappement avant le collecteur d'admission.
ça y est, tout est remonté, c'est prêt à démarrer. Je branche la batterie. Le niveau d'huile est bon, la purge d'eau est à peu près faite, on la peaufinera plus tard. Donc là, je démarre, enfin j'essaye de démarrer, je mets ma pompe à essence et puis on va voir ce qui se passe. Bon bah c'est plutôt concluant, pour l'instant ça a démarré, je peaufine et puis on essaye de démarrer à nouveau. C'est pas grand chose mais... Bon, j'ai branché mon appareil pour synchroniser les carbus. Ça marche plutôt bien parce que j'ai déjà réglé la synchro. Il y a deux aiguilles qui bougent en fonction de la dépression des carburateurs et ça permet de régler au poil de cul comment aspirent les carbus. Et donc là normalement je mets le contact, je démarre et ça fait un beau bruit. Voilà, c'est démarré. Ce que vous entendez, c'est le régime de ralenti. Je l'ai réglé comme ça. Peut-être que je l'augmenterai un tout petit peu parce qu'il y a un petit trou à l'accélération. Et une fois qu'on a accéléré, le régime finit par redescendre. Le fait que ça redescende pas très rapidement, c'est parce que les carburateurs gavent beaucoup en essence. Et puis il y a peut-être encore un petit peu les carbus qui sont désynchronisés, c'est le symptôme typique. Donc ici on a la dépression. Bon, c'est quand même plutôt concluant, et après avoir regardé rapidement là, je pense qu'il y a aussi un autre petit souci. Je crois qu'il y a un léger jeu dans mon système de synchro des carbus. Juste là, quand je tire le papillon, sur le tout début de la phase, je pense que les rotules ici ont pas forcément le même jeu. Il y a aussi le jeu qu'il peut y avoir dans cette partie mobile là qui permet de synchroniser justement les deux carbus. Et ce jeu fait que à très faible accélération, les dépressions sont pas identiques. Mais par contre, quand on monte dans les tours et donc on met plus de gaz, là ça s'équilibre. Donc ça veut dire qu'à haut régime, il n'y a pas de souci. C'est peut-être à bas régime où c'est un peu plus embêtant, mais a priori vu la gueule de l'arbre à cam qui donne entre 4000 et 7000 tours, on sera rarement à 1000 tours minute. Et puis il se peut aussi que mes gicleurs de carbu soient pas tout à fait bien réglés. Ça sera justement l'objectif du passage au banc, de bien calibrer tout ça, parce que pour l'instant c'est juste des réglages de démarrage. Mais en tout cas pour l'instant ça a pas l'air de tourner comme une patate. Je crois que les ressorts de soupape sont franchement pas mal. Pour l'instant ça tourne très rond, beaucoup mieux que les premières fois, parce que je pense qu'il y avait déjà des soucis avec les ressorts dès le premier démarrage, même si ça s'est amplifié par la suite. Donc voilà, j'ai plus qu'à réinstaller un petit peu tout le reste. Je vais essayer de remonter tout ce qui me reste, même si pour l'instant elle pourra pas rouler tout de suite. Comme ça il reste plus rien à l'intérieur de la voiture et on sera prêt à aller rouler dès que j'ai reçu le nouveau ventilateur. Je suis en train de changer les ventilateurs arrière sur le radiateur de refroidissement moteur. C'est pas vraiment le plus intéressant, mais c'est une chose que vous avez vu rarement dans les vidéos, parce que pendant la fabrication du proto, je suis passé très rapidement là-dessus, et pendant la remise en route l'année dernière, pareil, je suis pas spécialement revenu dessus parce que ça fonctionnait, et malheureusement, un des ventilateurs est tombé en panne. C'est des ventilateurs de Renault Master, ainsi que le radiateur du coup. Et pour la course des 24 heures 4L, il reste d'ailleurs encore un petit peu de poussière de la course. J'en avais monté deux côte à côte, mais il n'y en avait qu'un seul qui était branché, et ça permettait en cas de problème de switcher de l'un à l'autre si jamais il y en avait un qui grillait. Dans les faits, il n'y en avait qu'un seul qui marchait réellement, parce que le deuxième, il forçait vraiment beaucoup, et il a jamais vraiment tourné comme il faut, mais je l'avais monté en secours. Il n'a jamais servi. Et donc récemment, celui qui marchait a cramé, et j'ai donc racheté d'autres ventilateurs de Master T35. En voilà un, qui celui-ci tourne vachement bien, et je vais pouvoir remonter ça en lieu et place, parce que j'avais déjà prévu toutes les fixations. Donc c'est parfait.
En plus, celui-ci, il y a la vraie connectique d'origine. Ça va permettre de le rebrancher directement. Donc, on est sous la voiture, le radiateur est là et le ventilateur s'installe comme ça. Le ventilateur est bien installé, il n'y a plus qu'à le brancher et à essayer. Ce qui s'était passé, c'est que le ventilateur se mettant en court-circuit, les petites cosses qui reliaient les fils du faisceau au ventilateur ont fondu et ça a fini par faire contact entre le plus et le moins, qui me faisait sauter le fusible. Et ça m'a permis quand même de me rendre compte que j'avais mis un fusible qui était beaucoup trop gros. J'avais mis un 30 ampères et une fois que j'ai eu mis un 15 ampères, instantanément ça a sauté, alors qu'avec le 30 ampères, ça avait le temps de faire fondre les fils. Donc dimensionnez correctement vos fusibles, mais là normalement je remets un fusible neuf et ça repart. Donc contact, j'ai changé le fusible sur le tableau électrique et ventilo, ça fonctionne. Bon bah ça c'est parfait, hop je peux tout couper et puis on peut passer à la suite. Je vous avoue que j'ai pas trop filmé aujourd'hui, c'est pas la top journée niveau moral. Ce matin j'ai commencé déjà par redémarrer le proto pour continuer un petit peu les réglages, essayer plusieurs choses. Il y a un abonné Garage Brower qui m'a envoyé un lot de cornets d'admission et surtout de différentes longueurs, voir quelle longueur permettrait de sortir le plus de performance. Je lui ai fourni pas mal de dimensions de ma tubulure d'admission et par un petit calcul il a trouvé que l'idéal serait de monter des cornets de 16,5 cm par-dessus mes carburateurs. Et donc comme les flux c'est jamais vraiment que de la théorie, il m'en a fait 3 jeux, un avec 2,5 cm de moins et un avec 2,5 cm de plus, et ça permettra de faire les essais, de jauger, voir ce qui fonctionne le mieux. Et une fois qu'on aura trouvé la longueur qui fonctionne mieux, si jamais ça fonctionne mieux que la boîte à air qu'on a déjà pu faire avec Dilou, on avisera. Et surtout si jamais il s'avère que c'est les cornets qui marchent mieux, on prendra la longueur qui fonctionne bien et on les fera couder pour que ça passe à l'intérieur de mon capot. Enfin voilà, il y a encore pas mal de choses à voir. Et donc là où je vous dis que c'est pas trop le moral, c'est que ce matin quand j'ai redémarré, la synchro carbu était dans les choux complètement, alors que quand je l'ai éteint la dernière fois ça marchait bien. Et après avoir re-réglé, laissé refroidir, réchauffer, re-régler, j'arrive pas à trouver un réglage qui fonctionne bien et je me retrouve quasiment dans la même situation que juste avant le passage au banc précédent, c'est-à-dire que ça pétarade à l'échappement, ça fait des flammes longues comme ça et à long terme ça va finir par me péter un truc. Et donc après pas mal de réflexions, le seul problème qu'il peut y avoir, ce serait l'équilibrage qu'il y a entre les deux conduits d'admission. Ma synchro du coup je l'ai vérifiée, elle est parfaite, elle est rigide, le réglage est précis, donc ça devrait normalement permettre de faire quelque chose de bien, mais ça ne fonctionne pas bien. Et la seule chose que j'ai pas fait sur ma pipe d'admission, c'est donc un conduit d'équilibrage des pressions entre les deux conduits qui permet que s'il y a un carbu qui donne un petit peu moins que l'autre, ça s'équilibre par ce conduit. Et ça je l'ai pas fait parce que lors de mes essais avec mon double carbu 28, j'avais pas eu de soucis particuliers, ça fonctionnait bien. Mais avec le recul, les carbus 28 d'origine de 4L que j'avais monté, c'est des petits carbus, il y a très peu d'air finalement qui passe. Et là, avec les deux carbus que j'ai montés, j'ai au minimum multiplié par 2 la surface d'entrée d'air par les carburateurs. Et donc si jamais il y en a un des deux qui donne un peu moins que l'autre, et en plus si ça se trouve il y en a un qui est un peu plus usé que l'autre ou quoi, eh bien ça peut tout foutre en vrac. Si ça se trouve je me prends vraiment la tête pour rien. Un Weber double corps, et ça ira plus vite, mais j'ai envie de quand même d'essayer. Et en plus les Weber, ils sont équilibrés en interne. Ce conduit, il existe à l'intérieur du carburateur. C'est pour ça que les pipes des carbus Weber, il n'y a pas ce conduit d'équilibrage. Voilà, donc avant de dire que ça marche pas et que je remette vraiment tout à plat, je fais mon conduit d'équilibrage et puis on verra ce que ça donne. Donc tout ça évidemment ça implique de redémonter toute l'admission. Donc c'est parti, on redémonte ça une énième fois, mais à force je commence à connaître ça par cœur. La
La bonne nouvelle du jour quand même, c'est que j'ai récupéré mes jantes. Alors je les ai récupérées, pas vraiment, parce que j'ai fait la restauration intégralement moi-même. Les pneus c'est toujours les mêmes, des Nankang NS2R. Pour l'instant j'en suis très content, c'est mes premières expériences sur piste, alors ça accroche suffisamment. Et c'est surtout pas piégeur, donc il décroche suffisamment tôt pour que ce soit facilement rattrapable. Donc voilà, pour l'instant c'est une très bonne base. Et donc je suis passé sur des jantes de R5 LS Coupe avec un dessin de R5 du coup, mais qui ont la particularité de bien être en 5,5 pouces de large. Donc d'un, c'est du plus bel effet, de deux, ça élargit un peu les voies, donc un peu plus de stabilité. Et puis pour le point historique, c'est les véritables dessins et les véritables dimensions des roues qui étaient utilisées lors de la Renault 5 LS Coupe en 1974. Et ça, pour le petit côté puriste, je trouve ça très sympa. Et pourquoi j'ai décidé de changer de jante par rapport à celle que vous aviez vue précédemment, que j'ai élargie moi-même? Et bien tout simplement parce que ce dessin de jante que j'avais donc élargi pour avoir le même rendu que sur des jantes en 5,5 pouces de large, et bien elles ont la fâcheuse tendance à se cisailler à cet endroit là ici et un peu au fond de la cuvette là, pareil. C'est des jantes qui sont fragiles, et après avoir vu plusieurs jantes comme ça se cisailler et avoir entendu plusieurs personnes me dire que ils avaient eu des mauvaises expériences avec en les utilisant très intensivement, j'ai pris la décision de les virer du proto. On va pas prendre de risques. Et ces jantes là, du coup en 5,5 de R5 LS Coupe, qui étaient montées sur ma 4L Daily, et ben en fait j'ai fait un swap de jantes. Donc j'ai récupéré mes jantes du proto sur mon Daily, là j'ai pris celle-ci et j'en ai profité du coup pour leur faire une magnifique restauration qui sera suffisante pour un proto. J'ai gratté toute la peinture, toute la rouille, et j'ai repassé une belle couche de peinture grise brillante Origine. J'avais pas vraiment prévu de vous faire des images de la peinture des jantes de la 4L Proto, mais faut que je vous parle d'une petite combine que j'ai trouvée. J'ai rien inventé, mais elle est franchement pratique. Donc j'ai fini de peindre les jantes, elles sont parfaites, c'est incroyable. Donc j'ai fait d'abord une couche de noir à l'arrière pour le cache-misère, et puis après en finition un bel argenté d'Origine avec une petite pointe de jaune, ça permet de leur donner un peu plus de profondeur. Et donc pour les peindre, je me suis servi du support que j'avais fabriqué pour élargir les jantes, et ce support m'avait permis de les faire tourner correctement, de maintenir la meuleuse en place pour que la coupe soit bien droite, et puis de vérifier qu'elle tournait bien rond une fois pointée. Et donc ce support, j'ai posé la jante dessus et je l'ai fait tourner tranquille en pulvérisant avec le pistolet, ce qui fait que c'est pas mon pistolet qui tournait dans tous les sens autour de la jante, mais c'est bien la jante qui venait passer devant mon pistolet, et ça a fait une finition parfaite. C'est la première fois que je peins des jantes, c'est la deuxième fois que je fais de la peinture, et honnêtement j'étais pas confiant à la base, j'avais peur que ce soit dégueulasse avec des couleurs partout, et il y a qu'une seule coulure juste ici, mais sinon en globalité elles sont impeccables. Alors petite nuance, j'avais pas repassé les jantes au mastic, c'est des vieilles jantes qui datent a priori des années 1980, donc elles ont presque 50 ans, et malheureusement la rouille de surface avait attaqué par-ci par-là, et je n'ai pas repris l'état de surface au mastic, ce qui fait qu'il y a quelques petites irrégularités. Mais en l'occurrence pour une 4L Proto qui est là pour aller bouffer du bitume, les jantes sont déjà magnifiques de loin, et c'est ce qui compte parce que la voiture on la voit depuis les gradins. Voilà. Et du coup en nettoyant ces jantes, je me suis aperçu que c'était des Dunlop, sachant que ce dessin là a été fait pour la R5 LS Coupe, mais a aussi été utilisé en Espagne sur les R5 Copa, donc les R5 Alpine en fait, qui étaient rebadgés, et ça a aussi été utilisé sur des jantes de remorque. En l'occurrence celles-ci elles proviennent d'une remorque porte-voiture, et j'ai voulu trouver de quoi faire un centre joli du coup, puisque c'est un centre plein. Par ailleurs bien galère à équilibrer, merci au garage qui a pu me le faire, ils m'ont bien sauvé la mise, et j'ai trouvé des super monogrammes Dunlop, des reproductions de ceux qui se faisaient à l'époque, et c'est pas juste un autocollant, c'est une plaquette en aluminium qui est recouverte d'une bulle d'époxy, et donc je vais équiper mes 4 jantes avec ça, et ce sera parfait pour correspondre à l'époque où aurait pu être préparée cette 4L. C'est vraiment magnifique, j'adore de trop. Et il n'y a plus qu'à installer ça sur la 4L. Bon,
Ça y est, les jantes sont montées, on va pouvoir s'occuper maintenant des cornets d'admission dont je vous ai parlé, et je remercie énormément encore Garage Brewers. Je vous mets le lien de son Instagram en description parce qu'il a fait ça vraiment pour m'aider. Il m'a juste proposé son expertise et un coup de main pour essayer de sortir un petit peu plus de mon moteur. De son côté, sur ses prépas, il a eu de bons retours et donc il avait envie de voir si sur ma 4L on pouvait obtenir de résultats similaires. Donc comme je vous l'ai dit, on a plusieurs lots de cornets d'admission. Ça fonctionne par paire évidemment. Là c'est vraiment de l'inconnu, ça va permettre de tester différentes choses et ça rejoint aussi les commentaires que certains ont pu mettre sur les vidéos. C'est-à-dire que ma boîte à air est peut-être restrictive, y compris avec mon filtre. Donc au passage au banc, on va essayer différentes choses, comme ça on sera fixé, voir ce qui fonctionne le mieux. Mais j'avoue que ces cornets ils me font de l'œil. Ça y est, les cornets sont faits. En les chauffant un petit peu au chalumeau et en les emboîtant directement sur les carbus, ça a permis de gagner le petit millimètre qui manquait en diamètre. Et la finition est pas dégueu. Voilà pour cette étape, ça c'est prêt, mais il y a encore 2-3 petites choses à voir sur le proto, donc on va s'en occuper. Il y a 2 ans, quand j'avais préparé le moteur du proto, j'avais mis un autocollant ici fourni avec l'arbre à cam de Renault 5LS qui était installé à l'époque. Je crois qu'il est temps de le changer. J'ai ramené aujourd'hui avec moi celui de l'arbre à cam Coupe Made for Elle qui est installé dans le moteur pour cette dernière évolution du proto. Et donc maintenant que ça tourne pas mal, il est temps qu'il prenne sa place. Bon, ce détail, on est bon. Maintenant, il y a autre chose à installer. Si je me trompe pas, tout ce qu'il y avait sur la liste a été fait pour que la 4L Proto puisse repasser au banc dans de super conditions. Le montage promet de beaux résultats, mais avec le petit contretemps du premier passage au banc, forcément je peux pas m'empêcher d'imaginer le pire et que ça va encore tout casser. Normalement toutes les chances sont de mon côté et j'ai fait en sorte que tout ce qui n'a pas été soit remplacé ou adapté. Donc cette fois-ci, malgré que je stresse un peu plus que la dernière fois, il y a beaucoup moins de chances que ça se passe mal. Sur ce, moi je vais continuer de peaufiner 2-3 petits détails, les derniers petits réglages du carbu que je peux faire sans le banc. Je vais aussi aller rouler un petit peu et puis du coup, on va se retrouver au passage au banc. Donc ne quittez pas la vidéo parce que tout de suite pour vous, c'est les vrais essais et surtout les résultats. Il n'y a plus qu'à. Bon, vous vous en doutez, si les deux 4L sont réunis, c'est que le proto roule enfin. Depuis les dernières images que vous avez vues, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. 2 semaines sur lesquelles j'ai pu travailler 4 jours exactement. Et j'ai passé ces 4 jours à finaliser la 4L, donc régler les carbus, les synchroniser, régler les gicleurs, et puis finir de remettre en ordre les 2-3 détails à droite à gauche. Et évidemment, j'ai été rouler un tout petit peu, vous l'avez d'ailleurs vu dans la dernière vidéo, où je vous ai annoncé la coupe Cléon fonte. Alors j'aurais adoré là tout de suite vous emmener rouler avec moi, mais malheureusement j'ai à ma disposition qu'un tout petit bout de route, donc c'est pas suffisant pour voir ce que ça donne. Mais à l'avenir je suis en train de voir pour collaborer avec un petit circuit de mon secteur qui fait que du karting, mais qui serait amplement suffisant pour tester des protos comme celui-là. Donc voilà, j'essaye de mettre ça en place, mais pour le moment c'est pas possible, et donc c'est au passage au banc qu'on verra si ça marche vraiment bien. Mais très honnêtement, les résultats que j'espère, je pense qu'ils sont faisables. Là j'ai mis très peu d'avance à Haut Régime pour être sûr des réglages, et je suis un tout petit peu trop riche partout, donc ça veut dire qu'à Haut Régime je vais pouvoir mettre encore plus d'avance et aller à l'avance recommandée avec cet arbre à cam, et là ça devrait sortir un très beau résultat, sachant que déjà là, au ressenti, on n'est pas loin de ce que j'espère. Donc on va quand même faire un petit tour sur tout ce que j'ai pu faire, parce que je me suis quand même pas mal arraché les cheveux pendant 4 jours sur la fiabilisation et les réglages, donc j'ouvre le capot et on voit ça.
Bon, vous commencez à le connaître ce capot, mais c'est vraiment génial. Il s'avère que même le trou que j'avais fait pour la boîte à air, c'est impeccable pour passer les cornets de moyenne taille. Et donc pour l'instant j'ai mis les cornets, c'est là où j'ai l'impression que ça marche un peu mieux. La boîte à air je l'ai quand même, je l'ai prise avec moi. On testera de toute façon au banc ce qui marche le mieux. Alors les petits soucis que j'ai pu avoir du coup, déjà les bougies. J'ai monté du coup des iridium avec une température de 6. En fait sur les premiers démarrages où ça marchait pas terrible, il s'avère que mes bougies étaient cramées et quand je les ai changées tout de suite, ça s'est mis bizarrement à tourner rond et en plus je me suis rendu compte du coup que mes bougies étaient trop chaudes. Donc là je suis en indice 6 et l'idéal ce serait peut-être du 7 voire du 8. Ça c'est des choses qu'il va falloir que j'essaye au fur et à mesure des utilisations. Pour l'instant les bougies en indice 6 je les ai pas encore recramées, mais j'ai l'impression que déjà elles commencent à refaire des petits ratés par-ci par-là et ça serait pas étonnant. Comme on gave beaucoup plus en essence, qu'il y a un peu de compression tout ça, je pense qu'il va falloir être très pointilleux sur les bougies. Donc ça c'est des choses que je testerai au fur et à mesure des roulages. Après, pour les carbus, je vous avais parlé de peut-être réunir les deux conduits d'admission. Et donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis un tube en diamètre 12 intérieur qui relie mes deux conduits de la pipe d'admission. Et donc ça permet d'équilibrer les flux au sein des deux pipes. Et pour faire le réglage de la synchro des deux carbus, c'est quand même vachement plus pratique parce que déjà entre eux, les conduits s'équilibrent. Alors ça n'empêche pas que mon système de synchronisation avec mes tringleries est très important, notamment avec cette vis là qui permet de régler la synchro des deux carbus. Mais du coup, on est plus précis au 16e voire au 32e de tour sur la vis. Déjà quand on est précis au 8e de tour, eh bien ça suffit. Le petit tube qu'il y a entre les deux pipes permet d'équilibrer les pressions et donc ça marche carrément bien. Après du coup à force de le régler, je me suis vachement aussi familiarisé avec l'appareil, avec les deux manos pour la synchronisation. De ce que j'ai observé, ça peut bouger un petit peu de temps en temps. Comme mon moteur est monté sur des cylindres blocs très durs et donc presque rigides, il y a des vibrations et j'ai eu quelques soucis du coup avec les vis de synchro de ralenti qui se desserrent. Donc la vis de ralenti je l'ai laissé d'origine parce que c'est pas très compliqué de remettre un petit tour de tournevis pour recaler le ralenti à peu près à ce qu'on veut. Par contre la vis de synchro, j'ai été un peu plus loin dans le délire, c'est-à-dire que j'ai viré le ressort qui permettait, comme sur la vis de réglage de ralenti, de maintenir la vis en fait en position. Et bien sûr cette vis de synchro, j'ai mis ma vis, du frein filet et un contre-écrou. Et là au moins je suis tranquille et de ce point de vue là, je n'ai pour l'instant pas eu de soucis à nouveau. Voilà, donc après niveau cornet d'admission, ils se montent tous, ça sera prêt. Malheureusement après les premiers essais, je pense que ma boîte à air va être contre-productive. Les cornets sont vachement plus efficaces. Alors ça m'embête parce que du coup ils sont bien verticaux, ils sortent à travers le capot, donc s'il pleut je vais être emmerdé. Mais j'avoue que je vais me démerder comme ça, je pense. Et au banc ça le dira ce qui est le plus performant. Mais je pencherai bien quand même sur ces petits cornets calculés par Garage Brewers. De toute façon avec les résultats que lui a eu de son côté sur ses prépas, je vois même pas pourquoi j'ai un doute là-dessus. Je pense que les cornets, ça sera pépite. Donc après à l'intérieur pas grand chose n'a changé, les manos fonctionnent bien, j'ai remis en place tout ce que j'avais un petit peu démonté, j'ai installé aussi un peu mieux ma sonde lambda qui est donc reprise sur l'échappement, on est parfait, ça revient dans l'habitacle. Et après avec le peu d'essais que j'ai pu faire jusqu'à présent, je peux vous annoncer que je pense que le réservoir va être trop petit. Pour les 24h 4L, vu que cette voiture a été homologuée pour ça à la base, on devait avoir un réservoir de 12 litres maximum et il s'avère que là mon réservoir je le siphonne on va dire en une demi-heure et je roule pas si fort que ça et mon mano est pas si riche que ça finalement à haut régime. Donc j'ai vraiment peur que les 20 minutes de session qu'on va avoir au Classic Days à Manicourt, eh bien je tombe en panne d'essence à un moment donné. On verra, ça le dira, j'ai pas de jauge à essence dessus, mais faut voir que 12 litres ça peut vraiment être faible ou alors ça va vraiment être la limite de ce qui va être acceptable. Donc faudra que je pense à bien refaire le plein à chaque fois. Là où avant je consommais on va dire 6 litres par session, là je pense que les 10-12 litres ils vont y passer et va pas falloir que je la laisse trop au ralenti tourner parce qu'en plus au ralenti elle est encore un peu plus riche et les carbus ils gavent comme il faut, mais en même temps c'est pas ce que je recherche, ne pas consommer avec ce proto. Je veux avant tout de la performance, de la fiabilité et je crois qu'on y est. Voilà, donc beaucoup de blabla pour vous dire que finalement ça marche du tonnerre de Dieu, c'est extraordinaire. Je vais pouvoir retirer ma petite protection anti-pluie. Je vais vous la démarrer quand même. Donc voilà ce que ça donne, un beau ralenti, et quand on accélère, c'est encore mieux. Et le ralenti a un peu de mal à redescendre, mais ça c'est pas grave, c'est qu'il y a tellement d'essence que le truc il se gère et à un moment donné ça finit par se restabiliser.
Voilà. Si ça c'est pas un moteur bien réglé. Et je suis content parce que quand on la coupe, ça fait pas d'auto-allumage. Donc ça veut dire que c'est réglé comme il faut, qu'il n'y a pas trop d'essence. Donc bah écoutez, on se retrouve tout de suite au passage au banc. Après plus de 6 mois de travail et de développement de pièces sur mesure, je crois qu'il est enfin temps de savoir. Avec très peu d'avance, on va dire. Et je la trouve enfin, elle est un poil accrochée à votre. Faut combien pour battre le record du monde? Ouais, mais on en a parlé déjà dans la dernière vidéo. Ah. À partir de 70, il n'y a plus de chiffre officiel. Oh. 70 chevaux. Donc si déjà ça dépasse 70, c'est bien. Après, il faudra un peu plus pour que ça marche vraiment comme il faudrait. On verra. C'est vraiment très fort. Putain, premier tir, 74 chevaux les gars. Regarde du monde là. Ah c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon. 74 chevaux, putain, je croyais que j'ai gagné le concours. J'ai mis 74. La coupe n'a rien à voir. Hein. Ah bah là, tu vois, ça a monté là. On a pris un peu plus de 6000. Ouais, mais le truc est pas tout à fait précis. Un tout petit peu. Mais je peux le mettre à 7000 pour faire un tir pour voir un peu. Ça voulait, hein, moi, parce que ça a commencé à rechuter, j'ai arrêté, je l'ai senti à la pédale. Ouais. Mais elle va bien là. Là, c'est beaucoup mieux. Tu vois, c'était pas gagné de gagner 30 chevaux, mais bon. On était à combien là? J'ai pas regardé la FR, je regardais ma courbe. Bah, champion du monde, bravo Charlie, hein, voilà, c'est homologué. Hein. Et sur le même banc à chaque fois. Exactement. Impeccable. On reprend les mêmes bases de réglage que les fois précédentes.
deuxième tir, on sort pas tellement plus alors qu'on a rajouté de l'avance. Donc ce qu'il faut essayer c'est de... Elle est beaucoup trop riche en fait, avec la sonde lambda on l'a vu. Donc on va essayer de réduire le gicleur principal. J'en ai d'autres, donc faut juste démonter tous les carbus en gros hein. Et puis normalement ça devrait aller. Ce petit débrief à chaud, je vais pas vous le cacher, je suis complètement rincé. Je pensais pas que c'était à ce point là, mais je me suis quand même mis une pression assez monstrueuse quant au résultat. Ça a impliqué beaucoup de choses pour moi, et donc là j'ai tout relâché et je suis lessivé, donc je reprends le rythme tranquille. Et surtout au moment où je vous parle, dans 2 jours, je suis au Classic Days à Magny-Cours, donc j'essaye de récupérer mes esprits pour être en pleine forme. Alors du coup, pour vous remettre dans mon contexte, au moment où je vous parle là, ça fait 6 mois qu'il y a eu le premier démarrage avec cette configuration sur la 4L Proto, et ça fait donc aussi 6 mois que j'ai décidé d'abandonner, d'aller rouler avec le SCCT au mât du clos. J'ai décidé d'abandonner l'objectif de rouler dans moins de 24 heures. Et donc voilà, aujourd'hui, ça fait 6 mois de développement et de réglage sur la 4L Proto. Alors j'ai pas passé 6 mois en continu, j'ai fait plein d'autres choses aussi en parallèle, mais si je mets bout à bout tout ce que j'ai dû faire, ça doit bien faire une quinzaine de grosses journées pour réussir à passer au banc hier et sortir ces 74 chevaux. Je vais pas vous le cacher non plus, au-delà de la grosse charge de travail qu'il y a eu pour faire cette 4L Proto, j'ai aussi mis tout ce que j'avais dans la 4L. En fait hier j'avais absolument pas le droit à l'erreur. Ça fait des mois que je cherche, que je développe des pièces spécifiques pour réussir à faire tourner tout ça correctement. Et malheureusement, comme j'ai déjà pu vous le dire, il reste que très peu d'infos. Depuis 1975, les choses ont fini par se perdre puisque ces pièces n'existaient plus. Donc en fait je me suis basé sur énormément de choses qui me paraissaient vraies et cohérente, mais où il y avait parfois plusieurs sons de cloche, donc il a fallu faire la part des choses, et je suis très content parce que j'ai fait les bons choix sur chaque détail, et aujourd'hui ça permet d'avoir une 4L Proto qui démarre et qui marche du tonnerre. Et puis il y a aussi que depuis le début de cette prépa, j'ai pas mal de détracteurs, que ce soit sur les réseaux qui me disent que je vais jamais y arriver, mais aussi en vrai, en face à face. C'est assez surprenant parce que c'est plutôt rare, mais des gens qui sont venus et avec qui j'ai discuté et qui m'ont dit que c'était impossible que j'arrive à sortir ces puissances là, il y en a eu, et je peux vous assurer quand on entend ça et que du coup on essaye de dialoguer avec ces gens pour avoir des informations sur ce qu'ils ont essayé, sur la particularité de leur montage, qui leur avait permis de sortir telle ou telle puissance, pour moi de mon côté pouvoir recroiser des infos, et bien ces gens-là pour la plupart ne m'ont donné aucune info, simplement le fait que la préparation qu'ils avaient réalisée c'était la même que la mienne et que la puissance que je visais était impossible à sortir. Alors je suis désolé de leur annoncer aujourd'hui, mais si c'est possible, je l'ai fait, et également je pense que chaque préparation qui a pu être faite est spécifique, il y a plein de petits détails que chacun fait un petit peu à sa sauce, et en plus me dire que leur préparation est strictement identique à la mienne, j'ai du mal à voir comment c'est possible, puisqu'il y a des petites choses dont je vous ai pas parlé, que j'ai voulu garder pour moi, parce que j'étais pas bien sûr de leur utilité, ni si ça allait marcher, donc sûrement qu'un jour je reviendrai sur tout ça, mais voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui j'ai donc complètement lâché la pression, mais je suis très content d'avoir pu montrer que ce que je pensais possible était possible. Voilà, donc il y a 4 ans, au tout début de mes bidouilles sur les moteurs de 4L, je vous ai annoncé que mon objectif c'était d'atteindre 70 chevaux sur le 1108 cm3 de ma Renault 4. L'objectif, le but, c'est 70 chevaux. Aujourd'hui, ça y est, c'est fait, cette grosse étape
et franchi 74 chevaux mesurés au banc. Et pour comparaison, la Renault 8 Gordini 1108 cm3, donc les toutes premières, était donnée pour 77,5 chevaux, mais puissance SAE, c'est-à-dire qu'on s'affranchissait de tous les organes externes qui pouvaient consommer sur le moteur, donc notamment pompe à eau et alternateur. Moi, les 74 chevaux qui ont été mesurés, c'est bien au moteur, mais c'est avec tous les organes qu'il compose. Donc honnêtement, je suis extrêmement content du résultat. Alors la courbe au banc, je l'ai, je vais pas m'étaler 1000 ans dessus, elle est juste complètement dingue. C'est linéaire, propre et hyper constant. Même le gars du banc était sur le cul. En même temps, je le comprends, la dernière fois qu'on l'a passé, ça a complètement merdé et ça a sorti 47 chevaux complètement malades. Et donc oui, il a été très surpris et ses premiers mots où je commençais à réaliser qu'il y avait sûrement un très très beau résultat, eh bien ça a été de me dire que c'était impossible. Il y croyait pas, il y comprenait pas. Mais après plusieurs nouveaux tirs, les résultats sont tous cohérents. Et la seule chose que je peux vraiment vous dire sur ces résultats, c'est qu'on peut encore faire mieux. On a testé plusieurs configs de richesse, d'avance, les cornets aussi de différentes longueurs, et à chaque fois on a sorti des puissances et des couples qui étaient vraiment similaires. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est limitant sur la prépa. Et ça, j'ai déjà mes petites idées. Mais j'avoue, j'ai envie d'aller en profiter, alors avant de tout redémonter, on va aller rouler. Et pour aller dans le sens des nombreux commentaires que j'ai qui me disent de faire directement un swap en 1397 cm3, donc en gros la plus grosse cylindrée d'usine sortie par Renault sur ce type moteur Cléon fonte, et bien si on transpose exactement ma préparation sur un 1400, on se retrouve avec un moteur en faisant un produit en croix qui a 93 chevaux. Et ça, c'est autant qu'un moteur de R5 Alpine, mais du coup sans les pièces alpines. Je le répète encore une fois, mais je suis sur bloc et culasse de Renault 4 d'origine, et donc surtout pas de culasse hémisphérique. Et ça, c'est le défi que je me suis donné. Donc oui, on peut sortir beaucoup plus de puissance, mais du coup avec un montage et une préparation totalement différents et qui respectent pas mon cahier des charges. Pour résumer, je prépare une Renault 4, pas un espèce de truc Frankenstein. En tout cas pour ce projet. Donc voilà, si vous voulez préparer votre Renault en suivant mon cahier des charges ou le vôtre, eh bien vous savez où aller, chez Made for Elle, ma marque de pièces performance pour les Renault 4 et dérivés. Je sais que dans les vidéos précédentes, vous m'avez dit que j'en parlais trop de Made for Elle, mais faut bien que vous compreniez que sans cette marque, les vidéos avec les projets que vous regardez aujourd'hui seraient pas possibles. Et puis l'inverse marche aussi, sans ces vidéos et ces projets, ma marque ne pourrait pas fonctionner. Les deux fonctionnent vraiment en symbiose. Enfin voilà, je vous remercie tous énormément, vous qui me regardez, qui me suivez. Je remercie aussi ma famille, mes proches qui me soutiennent depuis toujours, avec une petite mention spéciale également à mon père. Je remercie également aussi Pascal, Paul, Sébastien, tous les copains de la 4L qui m'ont filé des conseils et des infos que j'ai pu croiser pour en arriver là aujourd'hui. Cette 4L, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai commencé à la préparer pour les 24h 4L 2023 de Pipriac, et je suis très content de vous dire aujourd'hui que cette voiture, elle est finie à 95%. Les 5% qui manquent, c'est de la finition et puis évidemment aller chercher les derniers petits chevaux de la préparation du moteur. C'est évidemment les plus complexes, les plus chers aussi, donc comme toute la philosophie autour de ce projet, c'est de faire quelque chose d'abordable, et bien j'irai pas dans des choses hors de prix, mais pour un budget très raisonnable, il y a moyen d'encore gratter quelques chevaux. Certes, aujourd'hui j'ai a priori battu un record du monde, mais c'est qu'une étape et je vais pas m'arrêter là. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'est une vidéo très importante pour moi, qui va peut-être mettre un tout petit peu de temps à sortir. Je vais faire mon maximum, mais vous comprendrez pourquoi je vous dis que tout ça c'est loin d'être fini. Alors je vous dis à très bientôt, c'était Charles-Henri. Salut! Et n'oubliez pas de commander sur Made for Elle. Oh putain, ta mère! J'en suis très émotionné chaque fois que je vois ces courses. La Coupe Renault 8 Gordini rassemble des milliers de jeunes amateurs sur les plus célèbres circuits français.